Bonjour à tous. Donc, je vous présente donc quelques résultats, disons, préliminaires du projet Passage Chaudière-Appalaches, notamment au niveau du contexte écoulement et de la géochimie. Comme l'a mentionné M. Rouleau, évidemment, les projets Passage, c'est un travail d'équipe. Donc, je suis ici que le présentateur pour une bonne partie du contenu. Surtout au niveau de la géochimie, c'est principalement René et Laureline qui ont fait le travail. Donc, je vais rapidement définir le contexte de la région d'études et les grandes lignes de la géologie et de l'hydrogéologie afin de faire le lien avec justement le contexte et l'interprétation de la géochimie qui a été faite au niveau de l'eau souterraine. Donc, en fait, comme l'a mentionné Vincent, la Chaudière-Appalaches, c'est le plus grand des Passaises, 15 000 km², surtout 135 municipalités. Et ça a fait beaucoup d'informations à aller chercher justement dans chacune d'elles. Il faut que je remercie, il faut que je souligne le travail de Marie-Hélène qui est ici avec nous, qui travaille pour l'OBV Chaudière-Appalaches, qui a fait un travail titanesque, là, 1 an de temps à courir chacune des municipalités pour aller chercher l'information. Donc, bravo, c'est des informations précieuses. Aussi, Chaudière-Appalaches, c'est 287 000 personnes, dont 70% s'approvisionnent euh, via l'eau souterraine, là, soit par les puits privés ou les réseaux municipaux. La carte que je montre ici montre en bleu foncé les réseaux qui distribuent de l'eau souterraine et en bleu pâle l'eau de surface. Les municipalités en gris, en fait, c'est où il n'y a pas de réseau, donc les gens doivent s'approvisionner par les puits privés. Les points rouges, c'est les 290 captages municipaux qu'on répertorie sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que dans la plupart des municipalités où il y a des réseaux, il y a souvent plus qu'un, deux ou trois puits pour fournir le système de distribution. Donc, généralement, l'aquifère rocheux en Chaudière-Appalaches n'est pas très productif. On parle d'à peu près 10 mètres cubes par jour en moyenne pour un puits au roc. Au niveau de l'occupation du territoire, en jaune, donc, les, les terres où on fait l'agriculture. C'est principalement là aussi, donc on retrouve ça surtout en bordure du fleuve. Donc, la ligne bleue constitue la limite marine. Donc, l'agriculture se retrouve en bordure du fleuve et aussi dans la vallée, surtout de la Chaudière et de l'Etchemin. C'est aussi là qu'on retrouve la majorité des activités humaines et donc la pression sur les ressources en eau. En vert, on a le secteur forestier qui couvre presque l'ensemble des Appalaches. Maintenant, au niveau de la géologie, la carte du quaternaire peut être divisée presque en deux. En fait, là, en bas de la ligne marine, donc dans les basses terres, on va retrouver des sédiments de la mer de Champlain, donc argileux, qui vont être présents sous forme plus ou moins discontinue, donc ils vont venir confiner ou semi-confiner les aquifères en place. Ensuite, on retrouve les sédiments glaciaires en vert, donc des tuiles minces relativement grossiers, qui sont assez aussi perméables. Et dans les fonds de vallée, en fait, en rouge, on retrouve les affleurements et dans les fonds de vallée, on va souvent retrouver des dépôts fluvio-glaciaires assez importants qui peuvent former des aquifères intéressants. Donc, au niveau de la géologie du roc, j'ai quand même simplifié aussi à l'extrême. On retrouve la petite partie en bleu qui constitue la plateforme qui fait partie de la plateforme du Saint-Laurent, donc roche sédimentaire, peu ou pas déformée, donc potentiel aquifère assez médiocre. Pour le reste de la zone, ça fait partie de la province géologique des Appalaches. On retrouve des roches sédimentaires métamorphiques, un peu de roches volcaniques au centre, variablement déformées, mais encore une fois, pas très bon en termes d'aquifères généralement. Et aussi des roches intrusives dans la région de Thetford qui vont venir affecter localement la qualité de l'eau. On va retrouver des eaux de type magnésienne. Mais c'est vraiment très local. Maintenant, juste pour donner une idée un peu d'écoulement de l'eau par rapport à la topographie, donc ça, c'est la carte du modèle numérique d'élévation. On voit au centre, donc, des élévations plus de 1000 mètres et en bordure du fleuve, on se retrouve presque à zéro. Donc, on peut dire que régionalement, c'est vraiment la topographie qui va contrôler l'écoulement de l'eau, principalement donc en fait, des Appalaches vers le fleuve, sauf pour une petite partie qui s'écoule vers les États-Unis. Aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est la présence nombreuse des différentes vallées qui vont venir localement affecter les patrons d'écoulement. Donc,
Pour un peu résumer tout ça, je présente ça c'est en fait un graphique qui représente conceptuellement l'hydrogéologie typique en Chaudière-Appalaches et pour faire un peu de lien avec la géochimie. Donc, au niveau de l'écoulement, dans les Appalaches, on va retrouver des zones de recharge importantes dues à la présence, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de tuiles minces, au niveau aussi à cause de la topo accidentée. Bon, on voit aussi, bon, ça représente aussi les différentes vallées où on va avoir des écoulements locaux relativement rapides, où l'eau va faire résurgence. Plus bas, dans la partie des basses terres, on va retrouver des dépôts argileux de la mer de Champlain qui va venir recouvrir des aquifères, donc qui va former des aquifères confinés. D'une manière plus régionale, donc l'eau va s'écouler en bout de parcours là, dans la vallée du Saint-Laurent et faire résurgence à cet endroit-là. Donc, ce que ça va avoir comme implication au niveau de la géochimie, au fur et à mesure que l'eau va parcourir le roc, évidemment, on va avoir des processus de minéralisation, elle va se mélanger aux eaux plus vieilles, et dans la partie surtout des basses terres, on va avoir des phénomènes importants d'échange ionique. Donc, on s'attend à retrouver des eaux, disons dans les zones de recharge, des eaux très jeunes, typiquement donc au niveau du pH relativement acide, des taux d'oxygène dissous élevés. Donc, on va avoir des eaux riches en calcium et en bicarbonate de type CaHCO3. Par la suite, ben, l'eau va se minéraliser au fur et à mesure de son parcours dans la roche et va échanger. Donc, ultimement, les calciums vont être échangés par des sodiums et on va se retrouver en fin de parcours, surtout au niveau de la mer de Champlain, donc dessous, avec des eaux typiquement sodiques de type NaCl. Et un peu partout, on devrait être capable, on devrait mesurer la présence de contaminants anthropiques, entre autres des chlores, des nitrates, des sulfates. Donc, au niveau des résultats, les statistiques ont été compilées à partir de 318 échantillons qui proviennent de, il manque un petit bout ici, donc qui proviennent évidemment de notre projet. On a fait l'échantillonnage, les points en rose ici sur la carte. Mais aussi de 3 autres projets. Donc, on a pu bénéficier des résultats de ces projets-là. Le projet CEDAC, entre autres, dans la vallée de la Chaudière, mais aussi des projets de la Commission géologique et du passage CMQ pour Lotbinière et la ville de Lévis. La grille typique d'analyse des projets PACES, donc des métaux, une trentaine de métaux, les anions, les cations, les nutriments, quelques isotopes, entre autres, pour faire la datation de l'eau. Et pour certains échantillons, on a fait aussi les gaz dissous, méthane, éthane, propane, dans le contexte problématique des gaz de schiste, donc surtout dans les basses terres. Pour l'interprétation, en fait, on l'a surtout basé, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, disons, surtout basé sur la définition des différents groupes d'eau. Donc, on a défini 7 groupes d'eau différents pour la région. La définition, c'est faite à partir principalement des ions majeurs. Donc, si on rapporte les résultats dans le diagramme de Piper, on retrouve les triangles du bas qui définissent les proportions d'ions, en fait, des cations et d'anions, et qui sont projetés dans le losange du haut. Donc, on va retrouver notre pôle des eaux de recharge, donc des eaux jeunes, ici de type CaHCO3, en vert et en jaune. À l'autre bout du spectre, on va avoir nos eaux donc complètement évoluées, sodiques de type NaCl. Donc, entre les deux, donc, on va avoir les eaux intermédiaires de mélange qui ne sont pas encore tout à fait minéralisées, échangées. Et on a aussi défini un sous-groupe qu'on appelle, disons, potentiellement anthropique, dans lesquels on va retrouver des composés comme les chlorures, les nitrates, les sulfates. Donc, ce que ça donne spatialement, c'est que nos eaux de recharge se retrouvent principalement distribuées un peu partout dans les Appalaches. Les eaux évoluées vont se retrouver dans les basses terres, donc près du fleuve, donc où l'eau va émerger, va sortir du bassin en fait. Les eaux de mélange vont se retrouver un peu, bon, en fait un peu dans le piémont, mais aussi dans les bas de vallée. La même chose pour notre groupe qu'on considère anthropique, donc qui, je rappelle ici, défini par les jaunes et les deux bleus.
Donc, par rapport au niveau, aux résultats, en fait, aux échantillons qu'on a définis comme étant potentiellement impactés par les activités anthropiques, on a aussi constaté un excès de chlore dans plusieurs. Donc, on voit ici en vert. Comment on explique, en fait, on a expliqué cet excès de chlore-là. En fait, dans ce graphique-là, on voit la ligne, on voit 5 minutes, on voit, on compare les concentrations de chlorure avec les sodiums, et la ligne en noir constitue la ligne de mélange d'eau de mer, donc si on dilue l'eau de mer, on va se retrouver sur cette ligne-là. L'évolution naturelle, donc on voit tout ce qui est en bas de la ligne va constituer l'évolution naturelle des concentrations en sodium. Donc, on part de nos eaux de recharge en vert vers nos eaux plus évoluées, donc ça c'est correct. Oups, pardon, il faut que je recule. Par contre, tout ce qui est en haut de la ligne constitue, selon ce qu'on pense, un excès de chlore. Parce que le chlore, il n'y a aucune source naturelle de chlore dans l'environnement, donc on pense que ça doit provenir des activités humaines. Probablement, peut-être, en tout cas, de l'agriculture, des algues glaçants, les déchets industriels ou autres. Ça confirme un peu les résultats du graphique précédent, où on compare en fait le chlore avec le brome, la même ligne de mélange d'eau de mer, et tout ce qui est en haut de la ligne est considéré comme suspect. Encore une fois, on retrouve nos groupes d'eau qu'on suspecte anthropiques, les jaunes et les deux bleus, ainsi que quelques rouges. Pour essayer de définir un peu la provenance de ces contaminants anthropiques-là, on a utilisé, en fait, ici, on a un diagramme qui vient de panneaux qui compare le ratio chlorure-brome en fonction du chlore et qui donne différentes classes en fonction des provenances, différentes classes de contaminants possibles. On voit que les jaunes et les bleus foncés pourraient potentiellement provenir des grains agricoles, alors que les bleus pâles seraient aussi d'origine agricole, mais peut-être plus animale, donc des purins. Il y a quelques rouges aussi qui sont suspects, qu'on avait déjà identifiés dans la carte. Donc, juste pour finir rapidement, pour se faire une tête un peu de la qualité de l'eau sur l'ensemble du territoire, je vous présente ici quelques cartes de dépassement. Donc, pour les critères esthétiques ici, donc les chlores et les sodiums sont principalement, donc dépassent principalement dans les basses terres, donc c'est normal à cause de la présence des argiles de la mer de Champlain. Il y a aussi quelques points en rouge au niveau des chlores là, qui sont situés en amont du bassin de la Chaudière. Au niveau des sulfures, il y en a un peu partout. Ça pourrait provenir de deux sources, en fait, l'oxydation naturelle de la pyrite et peut-être aussi l'agriculture. Pour la dernière carte, en fait, pour la dernière carte esthétique, c'est la carte des manganèses. On voit qu'en fait, il y en a un peu partout. Ça constitue en fait le problème principal de la qualité de l'eau en Chaudière-Appalaches. Donc, dernière carte de dépassement, là, rapidement, l'arsenic qui est surtout dans le sud de la zone des Appalaches, dû aux roches sédimentaires. Les fluors et les bariums qui dépassent dans les basses terres, encore une fois, dû à la présence des argiles de la mer de Champlain. Au niveau des nitrates, il n'y a pas de problème majeur. Il y a un seul dépassement qu'on voit ici sur le point rouge. Il y a quelques concentrations qui dépassent les 3 mg par litre, mais comme c'est assez distribué sur l'ensemble du territoire, mais je pense qu'il faut se poser des questions, en fait, continuer à regarder la situation à ce niveau-là. Donc, en conclusion, ce qui reste à faire au niveau de la géochimie, c'est intégrer les données des différents rapports municipaux, identifier, si possible, les excès de chlore, les sources possibles des excès de chlore, mais aussi des autres contaminants anthropiques. Et bon, sur une note un peu plus générale, disons que la géochimie maintenant constitue un outil essentiel pour comprendre les systèmes d'écoulement hydrogéologique régionaux. Je pense que les PACES ont vraiment contribué, ont vraiment permis de raffiner l'approche à ce niveau-là et de démocratiser, disons, l'utilisation de cet outil-là. Donc, voilà.